Bonsoir à tous et bonne année. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de Si on parlait sport en 2017. On ne change pas de formule pour ce talk qui sera consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. Pendant près d'une heure, il y aura des coups de gueule, des débats et des duels et des analyses, bien sûr. Aujourd'hui, 4 chroniqueurs sont en plateau. Ne vous inquiétez pas, ils ont pu récupérer de leur 31 décembre mouvementé. Ils sont en pleine forme. On commence cette présentation en musique par une légende de cette émission. Il était là lors de la première diffusion. Il est encore là aujourd'hui, c'est l'un des pères fondateurs de Si on parlait sport. Comme le bon vin, il se bonifie d'année en année. Mustapha Larbaoui est avec nous aujourd'hui. Bonsoir, Mustapha. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et voilà, bonne année à tous, bonne année à nos amis qui nous regardent. Moi, je viens que pour la présentation. Que pour la présentation. Ouais, d'ailleurs, je m'en vais. Tout a été dit. Bonne soirée. Alors, avez-vous une résolution pour 2017, Mustapha Rapidement. Non, précisément non. Voilà, pour Non. gagner du temps, précisément Non, non. pas de résolution. On continue, on fait de bonnes choses. On ne change pas une équipe qui gagne. Exactement, c'est le mot. On passe de l'autre côté à musique. Vous le connaissez désormais tous, il est cavalier international. Il nous vient de plaisir, vu qu'on a beaucoup d'imagination sur cette émission. On le surnomme sur ce plateau le Zorro yvelinois. Raoul Dautré est avec nous. Bonsoir Raoul. Bonsoir Mickaël. Alors je suis ravi vraiment de vous retrouver pour cette première émission de l'année. Alors même question pour Mustapha, est-ce que vous avez une résolution pour cette nouvelle année ? Pas des résolutions, mais des souhaits. Des souhaits pour mes proches, ma famille et puis mon entourage. D'accord. Voilà. Résolution sportive peut-être ? Peut-être, ouais. Peut-être qu'il va y avoir des beaux événements pour moi. Je le souhaite. Bon, on vous le souhaite en tout cas. On repasse à droite, musique. C'est une véritable légende du cyclisme. Il nous vient de Vélizy. Il a déjà passé 24 heures sur la piste du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous l'avez sûrement vu sur toutes les télévisions du monde puisqu'il était hier aux côtés du cycliste de 105 ans, Robert Marchand, pendant son record. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir à tous. Vous avez pu récupérer depuis moi, ce record ? Aucun mérite. Aucun mérite. Mais notre champion centenaire a parfaitement récupéré. Bon, vous aussi, vous êtes un passionné de vélo. Vous allez continuer le vélo en 2017 ? Bien sûr. Vous Et puis pas je vous vous donne arrêter. rendez-vous en 2053 pour battre son Pour record. battre le record Moi, de j'y Robert serai, Marchand. Et j'espère que vous serez avec moi. On espère aussi. On termine notre tour de table à gauche. Musique. Il n'a pas pris 1 kilo pendant les fêtes de fin d'année. C'est normal, il est coach sportif dans la vie, mais il est également le nouveau directeur sportif des Templiers d'Elancourt. Frédéric Anderson est avec nous pour cette émission. Bonsoir Frédéric Anderson. Je le disais dans votre présentation, pas de kilos en trop, hein, Jamais. pour les fêtes. Jamais. Oh, on a fêté ça comme il fallait quand même. D'accord. Pas trop l'excès alors. Non. Voilà. Reste Vous avez des raisonnable. résolutions vous pour cette nouvelle année ? Faire comme Robert Gagner. Marchand peut-être ? Gagner pour l'équipe et pour les Templiers, essayer d'aller jusqu'au bout. Ok, on vous le souhaite en tout cas. On va passer maintenant au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de handball avec un match de première division qui se disputera au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous allons également parler de l'exploit incroyable de Robert Marchand. À 105 ans, il a battu le record de l'heure. Mais avant de parler de ces thèmes, on va décrypter le parcours du Paris-Nice 2017 qui passera une nouvelle fois à Par-les-Yvelines. C'est officiel, le parcours du Paris-Nice 2017 a été dévoilé à l'hôtel du département de Versailles ce mardi 3 janvier. Pour la 7e année consécutive, après Maurepas en 2015 et Conflans-Sainte-Honorine en 2016, c'est la ville de Bois d'Arcy qui a été retenue pour ouvrir le bal sur cette course du soleil le 5 mars prochain. Cette année, pas de prologue, mais une étape de 148 km dans la vallée de Chevreuse. On écoute les réactions. Il fallait mettre un petit peu la lumière sur la vallée de Chevreuse. Il y avait quelque chose à faire sur la vallée de Chevreuse. En sortant de Bois d'Arcy, on pouvait faire quelque chose de sympathique pour tous les gens qui font du vélo le dimanche en région parisienne, et j'en fais partie. De faire du vélo dans la vallée de Chevreuse, eh bien, c'est toujours sympathique. Et elle a une histoire, cette vallée, donc c'était aussi une façon de mettre un coup de projecteur sur cette vallée. Une étape qui devrait se disputer au sprint dans les derniers mètres entre les 22 équipes inscrites. On écoute le responsable. La logique voudrait en effet qu'au mois de mars prochain, il y ait à nouveau un sprint. C'est l'une des 4 étapes de Paris-Nice dévolues aux sprinteurs. Donc la logique voudrait en effet que ce soit un sprinter, avec un très gros plateau de sprinteurs cette année. Les meilleurs du monde, Kittel, Greipel, Christophe le Norvégien et les Français Desmarais et Bouhanni. Le 6 mars, les cyclistes du Paris-Nice passeront également par Rochefort en Yvelines, une commune de 900 habitants avant de quitter le département au niveau de Saint-Arnoux. La question sur ce thème, le parcours yvelinois, vous plaît-il, ces 2 étapes yvelinoises ? En tout cas, cette étape yvelinoise de Bois d'Arcy. Vous êtes tous satisfaits ?
Voilà, pas de débat hein, pour ce premier thème de l'année. Mustapha, On va pas débattre cette année, de toute façon. on va pas débattre. On a décidé C'est d'être votre résolution d'accord. On a décidé d'être d'accord ensemble aujourd'hui. Donc on va passer à autre chose. On sera d'ailleurs d'accord aussi pour le prochain thème. Et celui d'après Voilà, aussi. donc l'émission va être une émission consensuelle pour 2017. C'est la résolution que je prends moi, en accord avec tous nos amis. Donc voilà, on passe à autre chose. Magnifique, magnifique bonne nouvelle, bien sûr. Magnifique, bonne nouvelle. Je développe. Vous pouvez développer. Pardon. Non, mais c'est une très très bonne nouvelle. On est à cette émission à promouvoir le sport saint-quentinois, et donc toutes ces bonnes nouvelles alimentent à la fois nos rubriques, nos commentaires, mais surtout ça alimente les bonnes nouvelles pour les clubs sportifs, tous sports confondus, et le cyclisme en particulier. On en parle beaucoup autour de cette table. Donc c'est une excellente nouvelle pour le cyclisme, pour le département, et en même temps pour la vallée de Chevreuse, on vient d'en parler. Moi, j'y habite, donc effectivement, on Vous voit faites du passer. vélo en vallée de Chevreuse, vous aussi? Non, je les regarde passer, en l'occurrence. Et En voiture? En voiture, je suis obligé de les regarder passer parce qu'on reste cloué derrière. Ils sont très nombreux le week-end et le dimanche en particulier. Donc ouais, c'est une très très belle région. C'est une région où les modalités pour le cyclisme sont intéressantes. Probablement qu'on pourrait peut-être réfléchir à des modalités différentes d'ailleurs, parce que ils ne sont pas très à l'aise, à mon sens, justement du fait des véhicules qui circulent en plus. Mais voilà, c'est une très très bonne nouvelle pour le département. Message pour nos amis cyclistes, pour qu'ils aient de meilleures conditions. Et je suis sûr que notre ami à côté aura plus de choses à dire. Jean-Michel, vous êtes comblé par cette Oui, première étape en tout cas? Comblé, parce que le département des Yvelines fait des efforts. C'est la 7e fois que Paris-Nice part des Yvelines. Je crois que la convention a été reconduite pour 4 ans. On part de Bois d'Arcy. Chaque année, on change de lieu de départ. On part de Bois d'Arcy avec une très belle étape de 148 km dans la vallée de Chevreuse. La vallée de Chevreuse, c'est un haut lieu historique du cyclisme. La vallée de Chevreuse a connu le final de Bordeaux-Paris avec des victoires mythiques de Jacques Anquetil, les Grands Prix des Nations qui se gagnaient dans la côte de Châteaufort. D'ailleurs, Jacques Anquetil a sa stèle au sommet de la côte de Châteaufort. C'est un lieu mythique, un lieu de vélo par excellence. En plus, c'est très joli, quoi. On fait du vélo dans un cadre formidable, un cadre protégé, et c'est la raison pour laquelle il y a des milliers de cyclistes chaque semaine, des milliers chaque dimanche, parce que c'est le lieu tout naturel pour faire du vélo. Or, je ne suis pas trop d'accord avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour. Il compte sur une arrivée massive au sprint. Sachez que les côtes de la vallée de Chevreuse, ce sont des casse-pattes, de véritables casse-pattes. Quand on parle de la côte de la Madeleine, la côte des 17 tournants, et il se peut qu'il y ait une échappée et que ça n'arrive pas forcément au sprint, ce que je souhaite, parce que j'en ai marre de ces courses qui sont complètement bridées, fermées, où tout est calculé pour faire arriver le sprint. Le lendemain, la deuxième étape qui partira de Rochefort en Yvelines et qui arrivera dans le Loiret, à Milly, elle est plate, complètement plate. Il y aura plus de spectacles selon vous à Bois d'Arcy? Bien sûr, dans la vallée de Chevreuse, il doit y avoir du spectacle, c'est un terrain favorable pour les échappées, je souhaite que ce soit une échappée qui aille au bout et non un sprint massif. Voilà mon souhait. Pardon, j'ai une question. Rapidement, si Mustapha. Tu as parlé de casse-pattes? Oui. En 2 mots? Voilà. Casse-pattes. Ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire que ça fait très mal aux jambes. Ce sont des côtes qui sont très courtes, 800 mètres, 1 km, les 17 tournants, et donc on attaque ça rapidement, mais ça fait très très mal aux jambes et on n'a pas le temps de récupérer. Lorsqu'on enchaîne plusieurs côtes, c'est aussi difficile que de faire un col où on prend son rythme régulier. Voilà, c'est un terrain qui doit favoriser des échappées. Je pensais que c'était un statut. Magnifique, magnifique, à ne pas confondre avec 1000 pattes, mais magnifique terrain. Voilà, c'est un très bon choix. Raoul, il y aura également 2 boucles au niveau de Bois d'Arcy. Pour le public, c'est vraiment l'idéal. On pourra voir les coureurs donc passer plusieurs fois. Je trouve que c'est l'idéal. C'est montrer le département des Yvelines sous son aspect le plus harmonieux. La vallée de Chevreuse, on est dans le coin de Montfort-l'Amaury, Rambouillet, etc. C'est un coin qui se caractérise par un style, une architecture médiévale, à laquelle moi je suis assez sensible, avec des jolis habits, etc. Et la vallée de Chevreuse, comme disait notre pistard professionnel, qui laissera place forcément à des prouesses sportives notables. Donc voilà, je trouve que c'est un cocktail d'ingrédients qui font que ça va être un super événement dans cet endroit-là. Frédéric, le fait également que ça passe par Rochefort en Yvelines, une petite commune de 900 habitants, c'est aussi ça peut-être la magie du Paris-Nice?
Oui, et puis je pense que c'est important de montrer aussi que dans les Yvelines, il n'y a pas que Versailles et son château, et c'est important de mettre en valeur les autres atouts du département. C'est vrai que bon, même si Versailles c'est magnifique, ça vampirise un peu l'attention de tout le monde, et ça serait bien de faire profiter aussi le reste du département. Et puis, enfin, je pense que c'est des grands événements comme ça, toujours l'occasion pour une grande fête du vélo où tout le monde se retrouve autour d'un événement important pour partager des valeurs et un bon moment. Et je pense que ça sera un bon coup de boost pour pour développer l'activité dans le département. Jean-Michel, le Paris-Nice, ça fait toujours rêver. Oui, on l'intitule la course au soleil, mais c'est une des grandes courses du calendrier international. Et comme l'a dit Christian Prudhomme, là, tous les meilleurs mondiaux, les meilleurs sprinters mondiaux viennent à Paris-Nice justement pour déjà ses pieds et puis pour voir leur niveau physique en tout début de saison. Donc c'est le début de saison internationale. Même si le début de saison chez les professionnels commence début février, un mois après, ils se préparent. C'est vraiment le premier rendez-vous très important. On n'a pas encore les noms définitifs qui participeront à cette étape. Est-ce que vous avez un favori qui se dégage, selon vous, sur cette première étape sur Bois d'Arcy? Si Peter Sagan est là, forcément, il est capable d'aller dans une échappée, il est capable de gagner au sprint, il est champion du monde. Voilà, c'est le favori logique. Vous ne voyez pas un Contador, par exemple? Non, beaucoup moins. Un Contador, lui, il faut des côtes beaucoup plus longues. C'est un grimpeur, etc. Mais des Sagan, des Christophe, des Kittel, voilà, des punchers. Ce sera de toute façon un puncher qui va gagner cette étape. Le fait d'organiser... Moustapha, vous voulez la gagner, en l'occurrence, qui est très punchy, je trouve, à la fois dans tout ce qu'il décrit. C'est un plaisir de l'écouter. Donc un puncher, voilà c'est juste une parenthèse te concernant. Moi, j'ai une question pour les téléspectateurs. La vallée de Chevreuse, il y a les 17 tournants. Je descends tous les soirs par les 17 tournants. Il y a vraiment 17 tournants. Si vous voulez croiser Moustapha, vous rentrez dans les 17 tournants. J'y passe tous les soirs. Je n'arrive pas à compter 17. D'accord. Il y a des virages. Dans le virage, voilà, je lance donc un appel aux téléspectateurs. Y a-t-il 17 tournants dans la vallée de Chevreuse, des 17 tournants? Je crois qu'il n'y en a que 15. C'est ça, à confirmer. Je n'arrive pas à trouver 17. On comptera peut-être ce soir, Moustapha, quand vous allez rentrer du plateau. Nos téléspectateurs pourraient nous envoyer. Il y a un tweet, il y a quelque chose. Il y a un tweet sur le tweet de Téléfilm. Je n'arrive pas à compter 17 tournants, ou alors il y a une méthode. Mais voilà, c'était surtout pour parler de notre ami. C'est toujours très passionnant de l'écouter. Paris-Nice, vous allez assister à la course? Moi, c'est en bas de chez moi. Donc en l'occurrence, on la regardera quand même à la télé parce qu'on a de belles images. On parlait du château de Versailles tout à l'heure, mais enfin, il y aura toute la descendance royale, puisque je pense qu'on ira visiter le château de Breteuil, le château de Dampierre. Il y a de belles bâtisses, l'abbaye des Vaux-de-Cernay. Donc à mon avis, ça promet de très, très, très belles images, comme on en a l'habitude sur ces événements. Donc c'est une manière à la fois de voir le sport, le beau sport qu'est le vélo, et en même temps de voir de très, très belles choses dans notre région. Voilà. Nous avons notre Jean-Paul Olivier. Voilà. C'est formidable. Ça sera le mot de la fin sur ce thème, Moustapha. Il faudra être plus concis, on va dire, sur le prochain thème. Voilà, on est punchy tous les deux. On va parler foot. Voilà, on va continuer à parler de cyclisme avec un formidable exploit. Robert Marchand, 105 ans, vous avez bien entendu Moustapha, 105 ans, a réussi à établir un record de l'heure. Il a réalisé au total 22 km et 547 mètres ce mercredi 4 janvier sur la piste du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines devant plus de 1000 personnes et plus de 100 journalistes. Après son record, il a réagi sur sa performance avec une joie très communicative. On l'écoute. Ça va bien. J'ai pas vu l'affiche les 10 dernières minutes. Sinon j'aurais été botté plus vite. Justement, c'est ça que j'attendais. Pour aller un peu plus vite, mais j'ai pas vu. je ressens un peu d'émotion de voir tout ça. C'est même pas croyable. Comment voulez-vous un type de 450 de voir toute cette foule se demander comment si c'est vrai. Raoul, il aurait même pu aller plus vite. J'en perds mon français. Bah oui, puisque j'ai su, parce qu'on a eu une discussion au préalable, ce que j'ai su, c'est que contrairement aux autres personnes qui font l'heure normalement, plus il avançait dans les tours, plus il réduisait son temps. C'est ça qui est incroyable. Donc peut-être qu'il est un peu dur avec lui-même aussi, il fallait se préserver, mais oui, il est incroyable. Cet homme-là est incroyable. Ça vous surprend, Moustapha, ce record? Oui, moi ça me surprend, ça m'épate. Monsieur Marchand, pour le coup, est un grand monsieur donc qu'on a la chance d'avoir
sur le territoire, mais est un grand monsieur de l'humanité, on peut le dire comme ça, puisque quand on rapproche son exploit face à des personnes de cet âge, en France, il y a à peu près 20 000 centenaires, quand on sait qu'il y en a pratiquement 60 000 au Japon. Donc ça devient maintenant un véritable phénomène de société. Donc mettre la lumière sur notre ami, sur Monsieur Marchand, c'est à la fois parler d'exploits sportifs, à cet âge-là, mais c'est aussi faire la lumière sur finalement l'idée qu'on a de l'humanité et du vieillir en bonne santé, parce que il est surtout incroyable de vivacité, il a un regard pétillant, il a à la fois des jambes, mais on voit bien qu'il a toute sa tête aussi, c'est ça qui est important. Et donc c'est un vrai délice, c'est un vrai bonheur. Voilà, pour le coup, je vais m'arrêter, mais je suis assez bluffé de savoir que notre ami qui est à votre droite, était dans le team, justement, qui était coach de Robert Marchand sur cette épreuve. Et avant qu'il allez-y, Moustapha, rapidement. Je voudrais quand même que les téléspectateurs le sachent, quoi, parce que notre ami à côté, à mon avis, doit être chassé par toutes les télés mondiales pour expliquer le phénomène, parce que quand on l'a coaché, on a plein de choses à dire. C'est TV-Fil qui l'a aujourd'hui en live. Donc, on a dû sortir le chéquier pour apporter. Je suis super content. On en a parlé avant l'émission. Faire venir c'est un plaisir. Ça a été un plaisir immense. J'ai eu la chance de vivre une semaine complète avec Robert Marchand. Tous les jours. Le 1er janvier, nous étions dans le vélodrome, nous avons fait des tests et je lui ai établi son tableau de marche. Ce tableau de marche qui était sur une base de 24 km/h, c'est-à-dire 40 secondes au tour de piste. Et il était convenu que je lui montre avec le pouce qu'il était dans l'allure, et à chaque tour, hier, il passait à côté de moi, j'étais en bord de piste, et il me faisait un petit signe de la tête. Et c'est un métronome. Sa trajectoire a été parfaitement rectiligne pendant les 90 tours de piste. Il faut le savoir. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, après un quart d'heure, donc il gagnait 1 seconde. Il est descendu à 39 secondes, 38 secondes. À un moment donné, je lui faisais des signes pour tempérer. Et puis, j'étais obligé toujours de lui dire ça. C'était ce qui était convenu. Et il a terminé à 36 secondes au tour de piste pour aller au-delà de ce qu'on avait prévu ensemble. C'était 22 km pour faire 22 km 400. C'est tout simplement prodigieux. Mais ce qui est encore plus important, c'est sa récupération. Au départ, il avait un pouls à 73 pulsations minutes, ce qui est déjà remarquable au départ. Donc la fréquence, il l'a stabilisée à 110 pulsations minutes. Il est monté avec une pointe à 118. Et 5 minutes après, malgré toute l'effervescence des journalistes et puis même les bousculades, les bousculades, etc. Donc il était redescendu à 98 pulsations minutes et le soir il était redescendu encore à 75 pulsations minutes avec la joie de vivre, la bonhomie, et ça c'est fabuleux. C'est un exemple de santé pour nous tous et un espoir pour chacun d'entre nous. Alors comment on gère justement, Jean-Michel Richefort, un tempérament de feu comme Robert Marchand? Il voulait aller plus vite. Finalement, bon, il n'a pas vu votre signe, le dernier panneau. Mais comment on gère justement ce Robert Marchand? Il faut un peu le calmer de temps en temps? Alors, je crois que son moteur, c'est de faire plaisir aux autres. Il est toujours bien en société, il a toujours envie de parler, toujours la petite anecdote. Et hier, il était impatient d'en découdre. À midi, il voulait manger. Il a mangé une omelette, une banane. Et puis, encore 4 heures. Après, il a fait sa sieste, etc. Et il faut... le ménager. Sinon, c'est quelqu'un qui a une telle volonté de bien faire qu'il était capable de dépasser ses limites. Or,
une machine humaine, il faut la respecter quand on a 105 ans. Et donc c'était parfaitement géré avec Véronique Billat, la conseillère scientifique. Nous étions en relation avec des capteurs, le cardiofréquencemètre, tensiomètre. On savait exactement. Et il a respecté tous les paramètres de la santé d'un sportif, donc en effort. Parce qu'un effort d'1 heure, ce que je craignais par-dessus tout, c'est qu'il y ait des crampes à la fin, parce qu'il ne buvait pas, il n'y avait pas de bidon sur le vélo, et donc faire 1 heure comme ça, c'est la raison pour laquelle je temporisais. Mais je suis sûr qu'en le laissant faire, mais avec des risques, après, il était capable de faire beaucoup plus, mais peu importe. Il a établi une performance. Le but du jeu, ce n'était pas un record. Le but du jeu, c'est une personne de 105 ans en parfaite santé, être capable de rouler régulièrement pendant 1 heure et en prenant beaucoup de plaisir, parce que à l'arrivée, à la descente du vélo, il y avait le sourire. Et c'est l'image que j'en garderai, ce sourire après 1 heure de vélo, et qu'on en garde tous. Voilà, moi, voilà, j'ai les larmes aux yeux. Vous, Frédéric Anderson, vous qui êtes coach sportif également, comment analysez-vous ce rapport peut-être à l'humanité, on peut dire quasiment. C'est vraiment exceptionnel. 105 ans et un personnage de 105 ans qui arrive à faire 1 heure de vélo. Le fait d'arriver à 105 ans, c'est déjà un exploit en soi. Mais de montrer qu'en fait la performance n'a pas d'âge et qu'il ne faut pas enterrer les gens trop tôt. On a souvent le dire, ouais, t'as plus l'âge de faire ça, c'est plus de ton âge, fais attention à ta santé. Toujours cette peur de casser une machine ou que les gens sont fragiles. Il avait déjà fait à 102 ans également. Il avait déjà fait cet exploit à 102 ans. Et c'est pour ça que ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui tord le cou aux idées reçues et qui montre bien que c'est pas parce qu'on a un certain âge qu'il faut arrêter de rêver, qu'il faut abandonner ses objectifs. Mais continuer à poursuivre ses rêves, de toute façon, au final, c'est ça, vivre. C'est le mouvement, la passion, toujours aller de l'avant et jamais s'arrêter et pas écouter les médisants qui vous diraient non, arrête, vas-y, fais attention, etc. Après, on a vu qu'il était quand même suivi, etc. Et c'est vrai que ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un pionnier parce qu'il définit les nouvelles limites. Il a établi un record. Oui, parce qu'on ne savait pas que quelqu'un de son âge pouvait faire ça. Et le fait qu'il définisse ces nouveaux standards, ça peut permettre après aux gens de se dire, bah tiens, moi aussi je pourrais faire, bon, peut-être pas faire des records à 105 ans, mais au moins continuer à faire du vélo, rester actif. Parce que c'est vrai qu'avec la problématique de la population qui vieillit, chaque année, on a l'espérance de vie qui rallonge, en meilleure santé. Bah, ces gens-là, il faut les occuper, il faut les maintenir en bonne santé et il faut leur permettre de continuer de vivre. Voilà. Et je pense que c'est vraiment important de mettre en avant ce genre d'exploit-là. Et il faut pas tarir d'éloges et j'espère qu'on continuera à en parler pendant longtemps. Et comment il a fait pour ne pas se blesser? Il avait juste quelques douleurs au niveau des bras. Comment il a fait pour ne pas se blesser? L'avantage du vélo, c'est que c'est pas très traumatisant pour les articulations. Donc c'est souvent un des soucis qu'on a, les risques de chute, etc. C'est vrai que s'il y avait eu un malaise et qu'il était tombé du vélo, là, ça aurait pu être, ça pourrait vite être catastrophique, mais on voit que là, il s'est débrouillé très bien et il n'y a pas de peur excessive à avoir. Si on est prudent et qu'il était entraîné, il était suivi, il y avait des docteurs, il y avait tout ce qu'il fallait. Je pense que s'il y avait eu un souci, on l'aurait vu même avant qu'on le voit sur le vélo. On aurait détecté le problème avant et puis on aurait dit arrête, prends pas de risques inconsidérés. Donc voilà, si on est bien suivi, qu'on est bien encadré et qu'on peut s'appuyer sur une équipe compétente, il n'y a vraiment pas de limite à ce qu'on peut achever. Raoul, il doit continuer ou il doit arrêter, Robert Marchand? On parle déjà d'un nouveau record dans 2 ans. Essayez d'aller lui demander d'arrêter. C'est pour ça que ça me faisait sourire ce que disait Frédéric à son sujet par rapport aux idées reçues et que la performance n'avait pas d'âge. Il faut savoir que ce monsieur-là, qui est la personne la plus âgée au monde à battre ce record-là, a dû faire dans ses débuts en tant que professionnel dans le vélo une dérogation pour avoir le droit de faire du vélo à 14 ans en tant que professionnel parce que la limite était à 15 ans. Donc il est le plus vieux, il faisait partie des plus jeunes au début. C'est vrai. Donc quand on a affaire à un drôle d'oiseau comme ça, lui demander d'arrêter, bon courage. C'est impossible. Jean-Michel, il va continuer. On ne peut pas stopper une machine. Oui, mais il va continuer pour le plaisir. Après, le but, c'est pas d'établir un record l'an prochain, c'est qu'il continue le plus longtemps possible, mais il va le faire pour le plaisir avec ses copains. Il faut savoir que tous les matins, après avoir fait sa gymnastique, ses assouplissements, il fait entre une demi-heure et 1 heure de vélo d'appartement. Et puis, il sort 2 fois par semaine à Mitry-Mory avec ses amis du club. Donc, voilà, c'est son moteur. Après, c'est le plaisir.
Le plaisir et la santé, ça, c'est deux mots qui sont indissociables. Rapidement, Mustapha, Ouais, ça sera le mot de la fin sur ce thème. Juste à un moment donné, il faut peut-être préciser quand même qu'il est bien encadré, bien entouré. Je pense qu'il a beaucoup d'intelligence dans tout ce qu'il fait, et en même temps, il connaît bien ses limites, à mon avis, et il se connaît bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus penser que n'importe qui à son âge pourrait se lancer. C'est un spécialiste, c'est l'élite. Et il y a des risques pour d'autres qui n'auraient pas la même intelligence à gérer son corps. Et une dernière chose, si je peux me permettre, on va pas trop l'assaillir, on va pas trop l'embêter. J'ai peur de cette médiatisation à outrance, où il y a un emballement médiatique, et on va pas. J'espère qu'on va bien le protéger aussi de ce côté-là. Voilà. J'espère. C'est important. Ouais. Rapidement, je suis confiant. Jean-Michel. Je suis confiant. Voilà, c'est quelqu'un qui se gère aujourd'hui, qui est encore autonome, qui répond à des sollicitations, mais pas trop. Mais il faut le protéger quand même, parce que c'est le risque, après des médias d'invitation, de montrer comme, il ne faut pas que ça se transforme, surtout pas en bête de foire, et voilà, parce que c'est le respect de l'homme avant tout. Ça sera le mot de la fin sur ce thème. Encore un grand bravo à Robert Marchand. On reste au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour la première fois, la structure va accueillir dans son enceinte un sport collectif. Le samedi 25 mars, le Vélodrome troquera les vélos pour les ballons de handball à l'occasion d'un match de prestige entre le club d'ici Paris et Brest. Une rencontre de première division qui devrait se tenir devant plus de 5000 spectateurs. On écoute l'un des organisateurs, le président du comité départemental des Yvelines, Patrick Chéab. L'objectif, c'est de battre le record d'affluence en France, qui est de à peine 5000 personnes, et de présenter du handball de très haut niveau sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Organiser un match de handball au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est une bonne idée. Oui ou non? Vous votez. Vous êtes tous d'accord? Une nouvelle fois, voilà, vous êtes mis d'accord pour 2017. C'est mis d'accord. Frédéric Anderson, pourquoi c'est une bonne idée? C'est excellent d'utiliser la portée, le renom du Vélodrome, parce que c'est quand même une grosse structure que tout le monde connaît, et puis mettre en avant... Et encore plus depuis Robert Marchand. Oui, voilà. exact. Et le mettre, surtout que là c'est un sport de handball féminin, et c'est vrai qu'il y a la population des personnes âgées auxquelles il faut penser dans la pratique sportive et améliorer la santé, mais aussi les jeunes filles. Et si on peut montrer que les jeunes filles aussi ont le droit à leur petit moment de gloire, à leur médiatisation, et que c'est bien pour les femmes de faire du sport, et que c'est important pour leur vieillissement, et même plus tard dans la vie, et si elles veulent être heureuses et épanouies, qu'il y a la possibilité que c'est pas anormal, c'est pas le sport pour les garçons et puis la couture pour les filles. Le sport, c'est pour tout le monde. Donc c'est vraiment important de montrer que... Le coup de gueule de Frédéric Anderson pour ce début d'année 2017. Non, mais c'est vrai que tous ces événements-là, même si on n'est pas participant en direct, on peut en bénéficier de toutes les retombées médiatiques pour essayer d'aider un maximum de personnes derrière. Et je pense que ça, c'est vraiment important, et ça permet de lancer 2017 sous les meilleurs augures. Jean-Michel, vous êtes favorable à un match comme celui-là au Vélodrome? Il va vous priver peut-être de quelques tours de circuit, peut-être? Il faut absolument que ce Vélodrome également pendant quelques semaines attire des événements d'autres disciplines sportives, et on pourrait imaginer aussi des matchs de boxe, pourquoi pas un grand match de basket. Et là, c'est le handball, donc sport collectif qui a le vent en poupe en France, quand même. On est champion du monde, voilà, c'est les grandes équipes, et puis une très belle équipe de France. Et là, ce sera du haut niveau. Et en plus, les filles, les femmes qui viennent, et ça me fait plaisir, ça fait particulièrement plaisir que ce soit des filles qui viennent faire un match de haut niveau pour la première fois au Vélodrome. Et je souhaite de tout cœur que ce Vélodrome soit rempli, qu'il y ait 5000 spectateurs. Ça sera un record. Ce sera un pour record match parce de que première division féminine de handball. Ce serait déjà le record pour le handball féminin, mais aussi vraiment une formidable reconnaissance pour ce Vélodrome qui rarement a accueilli 5000 personnes pour un événement. On a accueilli 5000 personnes pour l'inauguration, on a accueilli 5000 personnes pour les championnats du monde, c'est tout. Donc voilà, et je souhaite sincèrement, là c'est un vœu pour 2017, que ce Vélodrome se remplisse régulièrement et soit plein à craquer pour de beaux événements comme ce premier match de handball féminin. Mustapha, c'est peut-être un bon test pour le Vélodrome également? Ouais, on va pas se voiler la face ici. C'est un test. On en a souvent parlé autour de cette table.
ça reste quand même une salle importante pour le département, pour la Casquie. Il y a des enjeux économiques, faut dire les choses comme elles sont. Ça reste important d'avoir des événements, on en a parlé autour de cette table. Probablement que M. Marchand y a beaucoup contribué parce qu'il a s'agit de savoir où c'était hier. Donc il a mis le Vélodrome sur une carte, selon vous. Pardon ? Mustafa, il a mis le Vélodrome sur une carte. En l'occurrence, il a été très visible après les championnats du mondialement. monde qui s'est déroulé en 2015. Clairement, c'était pas le but, mais je pense que par effet ricochet, ça a été le cas. Donc oui, c'est important qu'on ait un maximum d'événements, et celui-ci en serait un. Il y avait combien de personnes pour M. Marchand hier ? 2000. 2000. Entre 1000 et 2000. Eh ben, s'il revient, 2000. je vous garantis qu'il y aura... C'est sûr. il fera carton plein la prochaine fois. Mais voilà, c'est important qu'on ait un maximum d'événements économiquement. Alors l'économie, c'est pas simplement pour parler d'économie de façon brute, c'est que ça alimente les clubs sportifs, ça alimente bien évidemment la passion qu'on a tous des sports en général. Raoul, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres matchs qui pourraient être organisés dans le futur si justement ce test est concluant ? Le Vélodrome ne déçoit jamais. Alors soit les événements sont annulés, mais il a rarement déçu. Ça sera effectivement un bon test, on le saura plutôt à l'issue du match, mais je pense que oui, c'est une porte ouverte à plusieurs événements et surtout encore d'autres sports. Le Vélodrome doit-il peut-être, Mustafa, s'inscrire vraiment dans un projet peut-être d'initiative éphémère, Robert Marchand, là, un match spécifique de handball, un seul match. Est-ce que le Vélodrome doit s'inscrire peut-être dans ce type d'initiative un peu éphémère ? Alors, je ne saurais pas répondre à cette question, mais ce que je sais, c'est qu'on a souvent pointé du doigt ici un problème de communication. Donc pour le coup, que ce soit des événements éphémères, que ce soit des one-shots, comme on dit, ou que ce soit des événements sur le long terme, dans tous les cas, ça nécessite d'être extrêmement bien organisé en termes de com. Et encore une fois, la com d'hier n'était pas voulue, mais c'est probablement le meilleur ambassadeur que le Vélodrome ait pu trouver en la personne de notre ami donc Monsieur Marchand. Mais non, je ne saurais pas répondre précisément sur le caractère que vous mentionnez. Le Vélodrome peut-il devenir le nouveau Bercy, selon vous, Frédéric Anderson ? C'est pas les mêmes capacités d'accueil. Je pense que niveau public, je ne sais pas combien il y a de places à Paris-Bercy, mais... Le parking surtout. 18 000. 18 000. Le parking. Avec l'agrandissement à 18 000. Logistique. Donc c'est vrai que... Non, mais c'est après... Non, je pense que c'est une bonne chose. Et je pense qu'on peut accueillir peut-être pas forcément les gros événements comme des matchs de Coupe du Monde de handball ou ce genre d'événements-là, mais des matchs comme féminins, etc. Ça peut servir de tremplin. Après, l'organisation de tous ces événements-là, ça permet aussi de développer un savoir-faire, et peut-être qu'en se spécialisant justement dans ce genre d'événements, ça peut permettre de rendre le Vélodrome viable. J'ai demandé à la régie de montrer la configuration pour ce match de handball. Est-ce que vous pensez que le Vélodrome est adapté, selon vous, Raoul, vous qui êtes proche de l'écran ? Ah bah oui, ça me semble tout à fait propice. Ouais. Les meilleures places sont généralement à gauche et à droite, donc là on voit qu'il y a les places. Il est adapté, Mustafa, selon vous ? On fera en sorte qu'il le soit. Ils vont se débrouiller pour qu'il le soit. Mais il faudrait faudrait que le Vélodrome soit un événement en soi. C'est-à-dire que c'est pas tellement... vous parliez tout à l'heure de rupture ou de continuité. Il faudrait que ce soit le Vélodrome qui soit tout le temps à l'honneur et qu'on y mette tous les sports au fur et à mesure, comme on parle du POPB maintenant. On ne parle plus des sports qu'il y a à Bercy, on parle de Bercy. Il faut qu'il y ait une communication autour du monument, et qu'il y ait moins de rupture de com, et que ça soit quelque chose qui soit demain bien compris de tous. Parce qu'ils ont des écrans à l'intérieur, Oui. Des écrans géants, etc. D'ailleurs, comme on ne parle pas suffisamment de football autour de cette table, puisque j'ai bien compris qu'il fallait qu'on parle vélo, ou Vélodrome... Vous n'allez pas être sérieux aujourd'hui, hein, Mustafa. Mais on pourrait imaginer un match de foot en salle. Peut-être une idée à lancer. Je lance l'idée. Voilà, on va passer maintenant à notre coup de projecteur. On continue à parler de handball dans ce Si on parlait sport. L'équipe senior de Montigny-Bretonneux va mieux après un début de saison compliqué avec une seule victoire sur les 6 premiers matchs. Les Illy-Montagnes viennent d'enchaîner 3 victoires de suite dans le championnat de National 2, une série qui leur permet de recoller au classement. Elles occupent désormais la 9e place et visent le top 6 d'ici la fin de la saison. On écoute la pivot de l'équipe, Pauline Bigot. On a changé de coach, donc ça se passait bien, mais on a aussi des nouvelles joueuses et il fallait que tout ensemble, on se mette d'accord sur le projet de jeu, qu'on joue toutes ensemble et
et qu'on évite de jouer individuellement et qu'on monte aussi de plus en plus les balles. Donc c'est ce qu'on fait et ça marche bien. Donc j'espère que pour 2017, ça continuera. Après 3 victoires consécutives, peut-on dire que Montigny est guéri? Vous votez. Voilà, c'est le moment de voter. Non, voilà, vous avez décidé de m'embêter. Après les verts, les rouges. Raoul, La Dream Team. pourquoi? Bah, ça me paraît un peu tôt pour juger d'une guérison totale, quoi. Donc je pense qu'il faut faire encore ses preuves dans le calendrier et on peut dire qu'ils sont en passe de guérison plutôt. Moustapha, vous avez connu peut-être ce genre de exactement situation ça. dans votre club? Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est exactement ce que vient de dire notre ami. Mais ça veut dire aussi l'importance du mental dans tous les sports. Monsieur Marchand, avant tout, la performance physiologique, physique, on sent qu'il a un mental, on sent qu'il est affûté, on sent qu'il est... Voilà. C'est pareil dans un sport co. Le psyché compte beaucoup, la psychologie du groupe compte beaucoup. Il y a des choses à dire, il y a des choses à trancher, il y a des décisions à prendre. Il y a une très grosse explication entre les joueuses. Visiblement, oui. Et on a eu de grosses explications. On a eu de grosses explications. 3 matchs sur 3. Voilà, ça peut être un facteur déclenchant. Maintenant, on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas uniquement ce seul facteur. Il y a eu des gens également qui sont arrivés depuis, de nouvelles recrues. Mais c'est vrai que le caractère, la psychologie du groupe, le management de groupe est très importante. Et c'est vrai pour les coachs, c'est vrai pour les présidents de club. Voilà, on a connu ça dans nos équipes. À un moment donné, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le PSG, par exemple, dont on parle beaucoup, et des contre-performances, j'essaie de parler un peu foot quand même. Au PSG, on voit bien qu'il y a une difficulté en termes de résultats. Il est peut-être à chercher dans l'esprit du groupe, dans le coaching global. Voilà. Il fallait crever l'abcès, vraiment, Jean-Michel? Oui, et d'après le témoignage, là, c'est la cohésion. Une équipe fonctionne parce qu'il y a une cohérence, il y a une cohésion entre les joueurs, entre les coachs, les managers, l'environnement. Et souvent, ça ne fonctionne pas par un manque de cohésion. Alors, bon, après, l'abcès était crevé, les joueuses se sont dit ce qu'elles avaient à dire. C'était peut-être ça qui manquait. Parce que ce n'est pas parce qu'on redescend de National 1, si j'ai bien compris, qu'on va tout gagner, pas du tout. Il faut de la cohésion, l'alchimie ne prend pas comme ça. Et ça, c'est vraiment un travail. C'est un sport collectif. Alors on ne peut pas jouer, c'est pas une somme d'individualité. Il faut jouer ensemble, il faut jouer pour ses copains, pour les copines. Voilà, faut pas jouer pour soi. Et bon, je leur souhaite de continuer sur cette lancée. Et pourquoi pas atteindre l'objectif, c'est ce qu'il faut leur souhaiter. Il ne faut pas que ce soit qu'un sursaut d'orgueil, par exemple. À un moment donné, on se dit tout. Chacun se sent concerné par la, entre guillemets, on s'est dit des choses qui sont parfois maladroites, blessantes. Chacun y met un sursaut d'orgueil individuel, auquel cas ça donne quelque chose de collectivement intéressant. Après, si ça crée des fractures, c'est autre chose. Il faudra donc le voir dans la durée. Mais souvent, ça passe par un minimum de choses à se dire. La montée vous paraît-elle envisageable? On va voir tout de suite le classement de l'équipe qui va s'afficher à l'écran dans quelques instants. La montée vous paraît-elle envisageable cette année? Voilà, elles sont un petit peu loin. Elles sont actuellement à la 9e place. 17 points. Première équipe à 23. Est-ce que vous pensez que c'est jouable? Elles visent un top 6. Elles peuvent aller plus haut peut-être? 6 points d'écart. On a vu M. Marchand nous dire tout à l'heure qu'il était possible et qu'il ne fallait pas nous mettre de limites. C'est vrai dans tous les sports, c'est vrai dans toutes les équipes. Trapp, il y a 4 ans, était dernière de son groupe à cette période et a fini premier de son groupe. Donc tout est possible. Là, il y a quoi? Il y a 6 points d'écart. C'est possible. Simplement, il y a beaucoup de monde devant et il y a beaucoup de gens de qualité devant. Il faudra gagner tous les matchs. Et voilà, donc ça paraît compliqué quand même. Ça paraît compliqué. Mais mathématiquement, je pense que c'est jouable. Tout est possible. Après, tout le monde est très resserré, donc il va falloir voir aussi dans la durée, parce qu'après, plus la saison avance, plus les autres groupes, peut-être qu'il y aura des blessures, etc. Ou des engueulades. Si là le groupe continue sur sa lancée et continue avec l'élan qu'ils ont réussi à générer, rien ne les empêche de poursuivre la série à 4, 5, 6, 10 matchs. Et s'ils finissent la saison en bonne forme, il y a toujours moyen d'aller chercher un petit exploit, décrocher une petite place à la fin. Ça dépend plus des autres quand même, maintenant. En face, il va falloir... On suivra ça avec attention, en tout cas, Moustapha. Ils vont peut-être gagner tous leurs matchs aussi, auquel cas le décalage ne se fait plus. Donc voilà, c'est compliqué de répondre à cette question, mais
Franchement, j'y crois On pas. leur souhaite bon beaucoup. courage en tout cas Mais pour, bien sûr. pour la deuxième partie de saison. Mais c'est pas sur une année que ça se juge. Donc ça veut dire que le club doit se relancer quand même maintenant, accrocher une place cette année et puis surtout construire pour le futur. Vous avez encore le mot de la fin, une nouvelle fois, sur ce thème, Mustapha. Je suis venu pour ça. On passe maintenant à notre deuxième coup de projecteur. Les 17 et 18 décembre dernier, les Archers de Guyancourt ont organisé leur traditionnel concours général au programme des duels pour mettre les compétiteurs dans les conditions d'un championnat officiel. Parmi les 240 participants, il y avait des têtes d'affiche. Sébastien Penaud, champion du monde individuel à Ankara en 2016, est venu supporter les sportifs. Thomas Faucheron, membre de l'équipe de France sur les JO de 2012, est lui venu se tester avant la nouvelle saison. On l'écoute. À titre personnel, j'ai fait pas mal de changements techniques en début de saison, des changements majeurs. Donc le but aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de poser les changements que j'ai effectués et de dérouler ma technique le plus convenablement possible. Alors, vous l'avez vu sur ces images en interview, Thomas Faucheron était là. Voilà. Est-ce que également sa venue a peut-être eu un impact sur les autres? Fréquenter des pros pendant une compétition peut-il faire progresser les plus jeunes? C'est la question sur ce thème. Voilà, bon, vous êtes tous d'accord une nouvelle fois. Pourquoi, Jean-Michel? Est-ce qu'il va faire progresser finalement les jeunes? Bon, c'est une compétition individuelle au final. Absolument, mais comme en vélo, lorsque les jeunes de Montigny s'entraînent le mercredi au Vélodrome et voient l'équipe de France s'entraîner, les yeux brillent, effectivement, pour des jeunes. Le repère, c'est le champion. Et je trouve ça très bien que des champions viennent dans des compétitions régionales, donc pour montrer l'exemple, pour booster, pour échanger également, peut-être donner quelques conseils. Et c'est toujours très très positif pour tous ces jeunes, quel que soit le sport. Qu'est-ce qu'ils peuvent transmettre, Frédéric Andersen? Déjà, le fait de pouvoir voir ce qu'est le haut niveau, voir quel niveau technique il faut atteindre pour tutoyer les sommets, c'est toujours une bonne façon déjà de voir où on en est nous par rapport à où on veut aller. Après, la première façon d'apprendre, c'est de copier. Donc rien d'essayer de reproduire les comportements des champions, leurs habitudes. Même si au début, on ne comprend pas trop pourquoi ils le font, mais ils le font, donc on va copier. Et puis à mesure où on prend de l'expérience, là, on comprend pourquoi on le fait. Et là, les habitudes s'inscrivent plus dans la pratique sportive de haut niveau. Et je pense que ça facilite la progression de tous les jeunes, de tutoyer les grands de leur discipline. Raoul, c'est forcément positif. Moi, je suis vraiment fervent de ce genre de joint qui se fait entre les pratiquants, je dirais, de loisirs, désireux de faire de la compétition et les gens de haut niveau. C'est très dur à faire dans mon sport, donc c'est ce que j'essaie de créer, c'est ce que j'espère qu'un jour sera créé. Mais ce qui fait naître une compétition, c'est la demande d'y participer. C'est le nombre de compétiteurs. C'est ce qui suscite ensuite la création d'un événement. Ensuite, les spectateurs, l'engouement qui va engendrer, effectivement. Mais d'abord, c'est que des gens veulent participer à des compétitions. Donc, pour moi, ça va générer chez certains tireurs, justement, cet esprit-là et cette fibre. Donc, pour moi, c'est indispensable. Et certains sports ont la chance d'avoir déjà ce joint de fait. N'importe quel débutant qui se met au tennis connaît Rafael Nadal. C'est pareil pour les judokas et Teddy Riner. C'est pas si évident dans d'autres sports. Donc quand on peut mettre ce genre de choses en place, je pense que c'est vraiment positif. Mustapha, il y a un lien peut-être qui doit s'effectuer entre l'ancienne et la nouvelle génération, finalement? Uniquement pour avoir le dernier mot. Oui. Venir au Vélodrome. Venir au Vélodrome. Bah ouais, je participe à la com, on en parle, donc autant participer. Mais non, bien sûr, c'est ce qui vient d'être dit. D'ailleurs, la com des grandes entreprises l'a bien compris. On s'adosse sur les grands champions. Les grands champions, quand on les voit performer, on les retrouve derrière dans les pubs, on les retrouve pareil dans les grands événements. Donc voilà, à un moment donné, on n'y échappe pas, mais c'est un réflexe naturel. L'enfant copie, l'enfant regarde, l'enfant s'adapte. Et c'est important à condition qu'on reste dans les valeurs du sport. Ça, c'est toujours pareil. Vous faites un sans faute sur les mots de la fin, à chaque fois sur chaque partie, Mustapha. C'est le leader. C'est le leader de cette équipe. Après le tir à l'arc, on part rejoindre les skippers du Vendée Globe pour notre rubrique débat.
Le Versaillais Éric Bellon est l'un des novices sur ce Vendée Globe 2016. Le skipper est en mer depuis plus de 50 jours de course. Pour participer à son premier tour du monde en solitaire et sans escale, Éric Bellon a eu besoin de mécènes pour financer un bateau à plusieurs centaines de milliers d'euros et l'équipement dernière génération installé à bord. Nous avons interrogé le directeur technique du bateau. Éric, il est suivi par 14 mécènes. Ils permettent au projet de vivre. Et en fait, la différence entre le mécénat et le sponsoring, c'est que les mécènes, pour le coup, ils n'ont pas leur nom sur le bateau. Ou ils ont leur nom, mais dans une moindre mesure. Et en fait, ils se sont fédérés autour d'Éric et autour des valeurs que porte Éric. Parmi ces 14 sponsors, on retrouve la société Salesforce, leader mondial des outils de relations clients. L'entreprise a investi près de 900 000 € sur 3 ans pour accompagner le navigateur dans son périple. On écoute Olivier Dorien. J'ai adhéré à 2 éléments essentiels. D'abord l'homme Éric, et son parcours et sa façon de raconter ses histoires, la sincérité qu'il dégage. Et ensuite, à titre égal, j'aurais tendance à dire, les valeurs et les valeurs de son projet. Quand la raison et le cœur se rejoignent, eh bien, c'est arrivé. Ensuite, il a fallu en interne que je combatte quelques idées reçues, et parce que tout le monde était d'accord avec moi, mais personne ne voulait me donner l'argent. Toujours pareil. À la fin, j'ai réussi à trouver l'argent et on a mis tout le monde d'accord. Alors, tous les bateaux du Vendée Globe ont des sponsors. On va citer Banque Populaire pour Armel Lecléache, Bureau Vallée pour le Rambollitain, Louis Burton ou encore Hugo Boss pour Alex Thompson. À la différence des sponsors, les mécènes ne sont pas inscrits en gros sur la voile des skippers. La question, les mécènes dénaturent-ils la course? Oui ou non? Là, il y aura peut-être des avis divergents pour une fois. Non. Non, on est une équipe. On fait un petit duel entre vous, Raoul et Jean-Michel. Nous sommes une équipe. Jean-Michel, vous commencez? Alors, pourquoi des mécènes dénatureraient la course? Au niveau de leur investissement, est-ce qu'il n'y a pas trop d'argent du coup qui circule au niveau de la course? Là, vu la haute technologie qu'il faut, c'est normal que ça coûte très très cher. Après, bon, soit il y a du sponsoring direct, mais quand on est moins connu, quand il faut bien aller chercher des fonds, et les fonds, c'est le mécénat. Et moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait du mécénat pour soutenir, et ça ne dénature en rien. Le but, c'est de permettre à quelqu'un de faire le Vendée Globe, et si ça le permet, eh bien, il faudrait encore davantage de mécènes, et dans tous les sports. Tous les sports ont besoin de soutien financier, et si on avait plus de mécènes dans chaque sport, même dans les sports mineurs, je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Raoul, bon, finalement, je pense que vous rejoignez sur on ne peut pas dire que le mécénat, on n'a pas le droit de dire que le mécénat dénature le sport, et je pense même qu'il lui permet sa survie. Le sponsoring, c'est de l'argent déboursé dans l'attente d'une rente, qu'elle soit financière, qu'elle soit publicitaire. Parfois, une marque va simplement sponsoriser un joueur pour que vous fassiez plus le choix de sa marque chez Decathlon, simplement. Le mécénat, que ce soit un agent, un particulier ou une entreprise, c'est de l'argent donné gracieusement par des passionnés, par des gens qui adhèrent à un principe. Donc ils ne sont pas dans l'attente d'une rente. Le bateau d'Éric Bellon, c'est 900 000 €. Un cheval pour aller aux Jeux Olympiques, c'est 4 millions d'euros. Une voiture de F1, c'est plus de 10 millions d'euros. Comment on fait sans les mécènes pour se maintenir dans le sport actuel? Impossible. Donc pour moi, le mécénat est indispensable pour le sport. Selon vous. Indispensable. Moustapha. Finalement, tout le monde est d'accord. Bah oui, alors je me suis trompé. Ouais, c'est pour ça. Ah, d'accord. Alors, je me suis trompé. Finalement, on est tous d'accord. Donc, le dernier mot. Mais... non, c'est juste pour je suis d'accord avec ce qui a été dit, et fondamentalement, ça fonctionne comme ça. J'introduis quand même un biais. Finalement, c'est pas un problème de sponsoring, de grandes marques ou de mécénat, parce que dans tous les cas, ça reste quand même avec un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'une marque le dit clairement, c'est pour ma marque que vous courez. Un mécène a une voie de communication qui est très différente. C'est beaucoup plus subtil, c'est pas du tout grand public, mais il a tout toute sa communication interne, les grandes boîtes longues, oui, tout à fait. Très grandes boîtes longues, et ils ont une communication interne à la boîte. Donc c'est une communication interne à leurs propres salariés. Donc il y a une espèce de motivation en interne pour leurs propres clients, leurs propres comptes. C'est moins communicant, mais ça reste de toute façon de la com, et il ne faut pas leur en vouloir. Moi, je ne le ferai pas. Bien sûr que non. Si j'ai ça pas un rend service retour. à tout le monde. Voilà. Et c'est pas propre à tous les sports. Simplement, on sera tous d'accord sur une chose, c'est que ça soit par le biais du mécénat, les grandes marques, la pub. En gros, on a besoin d'argent pour faire en sorte que certains sports
évolue, et l'évolution des sports est bon pour beaucoup de paramètres de nos sociétés. L'inscription au Vendée Globe donc, est gratuite, que l'argent vienne de ces gens-là ou de l'État. L'inscription au Vendée Globe est gratuite. Voilà, l'inscription est gratuite, bien sûr. Mais on pourrait imaginer que ce soit l'État qui se dise, tiens, on a besoin d'investir dans le sport parce que notre pays a des valeurs à transmettre. C'est dramatique en France, on pourrait l'imaginer comme ça. Que ce soit pas le cas. Je pense que les sponsors rentreraient moins, par définition, parce qu'il y aurait moins de besoins. Maintenant, c'est vrai qu'on a aussi des difficultés financières au niveau de l'État. Et pour le coup, on passe par des mécènes. Ça ne dénature pas, il ne faut pas être dupe, mais tout le monde le sait. Donc. Le dernier mot. On va maintenant passer à la dernière partie de cette émission. On ouvre notre page découverte. Un sport découverte, le cheval en Amazone. Mustapha, je sais que vous êtes un expert de cheval. Oui, bien sûr. D'équitation. Mais oui, parce que en plus, voilà, ça me permet de le dire, je suis d'origine algérienne. En Algérie, j'ai vu dans ma plus tendre enfance beaucoup des femmes essentiellement qui montaient en Amazone pour aller chercher... On va expliquer peut-être le principe aux téléspectateurs qui ne connaîtraient pas. De l'Algérie peut-être. Cette discipline consiste à chevaucher avec les jambes du même côté du cheval. La technique a été inventée au XVIe siècle par les femmes de la royauté. Nous sommes allés dans les écuries de Raoul justement à Plaisir pour rencontrer une Amazone. On l'écoute. C'est une discipline assez ancienne qui était réservée aux dames nobles. Nous avons des écuyères amazones très célèbres. Sissi, impératrice que tout le monde connaît, qui montait parfaitement en Amazone et qui pratiquait toutes les disciplines de l'Amazone. Donc le dressage, tout le monde a vu Sissi sauter un beau bosquet de fleurs. Alors que pensez-vous de cette discipline? Jean-Michel, vous commencez. C'est formidable, il faut évoluer. Et si c'est une discipline nouvelle, donc ça va susciter la curiosité, on va s'y intéresser, les médias vont s'intéresser. Et c'est toujours bien de sortir donc, des carcans traditionnels avec les règlements. Si c'est une discipline qui apporte quelque chose, avec ce côté lié à l'histoire, moi je trouve ça formidable. Raoul, c'est vraiment technique cette discipline? Alors, avant d'être technique, c'était surtout pour les femmes obligatoire. Ça date de l'époque médiévale. Il y a eu une époque où les femmes devaient se justifier d'une virginité pour pouvoir obtenir un mariage dans les règles. Et il faut savoir que la pratique de l'équitation à califourchon, donc la jambe droite et la jambe gauche de chaque côté, peut supprimer ce témoin de virginité. Donc c'était pour ça que les femmes montaient en Amazone. Ensuite, on en a fait une pratique sportive qui est un petit peu limitée parce que le fait de monter en Amazone ne nous permet pas la même exploitation du cheval que ça nous le permet dans le haut niveau. Mais ça permet aux femmes d'exercer leur sport dans la recherche d'une certaine grâce pour les personnes qui ont du goût, de manifester un style vestimentaire, parfois même spectaculaire, à travers l'équitation. Donc c'est en pleine émergence, ça a beaucoup de succès. Donc voilà, il faut que les clubs continuent à développer, il faut que les fédérations, je pense, aussi aident, parce que la selle, pour l'instant, revient à un certain coût. Donc tous les clubs ne peuvent pas se payer des selles d'Amazone. Vous avez combien d'Amazone dans votre club? J'en ai une dizaine. J'avais une dizaine, j'en ai beaucoup moins qu'avant. J'en avais une vingtaine, mais parce que certaines compétitions ont été annulées, n'existent plus. Et ces compétitions-là créaient des demandes qui faisaient que j'avais beaucoup plus d'Amazon avant. J'espère justement redévelopper cette discipline au sein de ma structure. Frédéric Anderson, une réaction par rapport à ce sport? Non, moi je trouve ça très bien, comme ce qui a été dit, tout ce qui permet de faire vivre le patrimoine et puis l'héritage qu'on a pu avoir de nos grands-parents et même au-delà, c'est une bonne chose. Et là, on est peut-être plus sur un aspect culturel que sportif pour le coup. Est-ce que ça a tous ses mérites en soi, c'est pas négatif. Mustapha, c'est très différent de ce que vous avez connu en Algérie ou pas du tout? Non, mais en l'occurrence, c'est comme ça que j'ai vu qu'effectivement les femmes montaient à cheval dans notre temps. Vous avez déjà essayé peut-être, vous? Non, mais parce que je ne veux pas le dernier mot, donc je vais faire en sorte de la redonner à notre ami qui est un spécialiste. Moi, j'adore le sport équestre, pour le coup. Je trouve ça ultra, voilà, c'est très esthétique, c'est très beau. Il y a un grand respect, bien évidemment, du cheval. Et pour le coup, ça permet de voir d'autres disciplines et avec de l'élégance. Voilà. Ma seule question, c'est que est-ce qu'on peut dire que c'est un sport auquel cas on peut lui attribuer toutes les disciplines équestres, c'est-à-dire le saut d'obstacle? Est-ce qu'on peut sauter
de la même façon les obstacles qu'on voit? Alors, elle est pratiquée dans absolument toutes les disciplines olympiques. Les mêmes hauteurs? Alors, pas les mêmes hauteurs, parce que justement... Les mêmes vitesses? Les mêmes vitesses, oui, mais il y a un inconfort qui fait qu'on ne peut pas employer le cheval de la même manière. Mais les femmes participent à des épreuves de concours complet, de saut d'obstacles et de dressage en Amazon sans problème. Je parlais en Amazon. Hein, bien sûr, tout à fait. Mais ma mère a été la première femme à passer l'option du bac en Amazon. C'est vrai. L'option sport en Amazon, voilà. Donc c'est une discipline sportive tout à fait reconnue. Ce que j'explique, c'est qu'elle ne permet pas d'aller aussi loin dans le sport. Mais elle est pratiquée officiellement et de manière internationale. Les Anglaises excellent et sont très difficiles à battre. Il a fallu attendre mes Amazones pour rebalancer un petit peu la tendance. Mais c'est pratiqué, c'est éprouvant physiquement. Parce que les cavalières françaises sont remarquables et sont de notoriété mondiale. Et donc je pensais qu'il y avait une limitation du fait de la position. On est limité, mais on participe à des compétitions, mais à bout d'un moment, on est limité, on ne peut pas faire au cheval ce qu'on pourrait faire à Califourchon. La prochaine fois, tu pourras inviter tes Amazones. Mais avec grand plaisir. C'était très intéressant, là. On a vraiment... on rentre la plupart, attention, faut dans la famille. C'est une émission historique. Discipline. Il a eu le dernier mot. Il a eu le dernier mot. C'était une émission historique entre Robert Marchand, la maman de Raoul. Voilà, c'était une émission historique. C'est donc la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le jeudi 19 janvier pour un nouveau numéro de Si on parlait sport. Très belle soirée sur TVFI 78.